Mathieu Ricard, docteur en génétique cellulaire, croise la vie d'Arnaud Desjardins qui va l'ouvrir à la culture tibétaine. Depuis 40 ans maintenant, il est moine bouddhiste, auteur de 8 ouvrages, participe et collabore à des livres de photographie. Parmi ses ouvrages, Plaidoyer pour l'altruisme paru chez Nil Éditions en 2013, Plaidoyer pour les animaux paru chez Alary Éditions en 2014, Visage de paix, terre de sérénité et hymne à la beauté aux éditions de La Martinière en 2015. Nous remercions les éditions Alary de nous avoir permis de rencontrer Mathieu Ricard suite à la parution du livre 3 amis en quête de sagesse, paru en janvier dernier. Ce livre est un précis sur la voie spirituelle entre un moine, un philosophe et un psychiatre, un échange profond entre des frères et amis. Mathieu Ricard consacre l'intégralité de ses droits d'auteur et de conférencier à l'association Karuna Shechen qui intervient dans de nombreux projets humanitaires au Tibet, au Népal, au Bhoutan et en Inde. Bonjour Mathieu. Bonjour. Voilà, donc nous venons à votre rencontre suite à la sortie de l'ouvrage que vous avez fait en compagnie de 2 amis de bien, Christophe André et Alexandre Jolien. Donc vous avez fait une parenthèse dans vos vies pour nous livrer cet ouvrage qui est donc 3 amis en quête de sagesse. Un précis sur la voie spirituelle qui fait écho aux difficultés que rencontrent les chercheurs sur la voie spirituelle. Et il est le fruit d'un profond échange, ce que j'ai pu constater, et sincère entre frères. Alors Mathieu, est-ce que vous pourriez nous parler de la fraternité avec un grand F? Un grand F? Oui. Alors je sais pas en ce qui concerne le grand F, mais la fraternité, c'est simplement de reconnaître notre humanité commune. Et reconnaître notre humanité commune, ça va peut-être plus loin que ce qu'on pourrait penser à première vue, c'est-à-dire de voir que tous les êtres humains, qui qu'ils soient, quel que soit leur état d'esprit, quel ait été leur parcours de vie, au fond d'eux-mêmes, il y a comme une sorte de pépite d'or, qu'on pourrait appeler une sorte de bonté originelle, qui même si cette pépite est tombée dans la fange, l'or lui-même reste inaltéré. Et donc ça, au cœur de notre conscience, tout ce que vous trouvez, c'est une sorte de présence éveillée, c'est pas la haine, c'est pas l'obsession, c'est pas l'arrogance, c'est pas la jalousie, c'est pas la confusion mentale, mais ça peut être obscurci comme le soleil aujourd'hui, il est toujours présent derrière les nuages, mais on ne le voit pas. Donc si vous voulez reconnaître notre humanité commune, ça va beaucoup plus que des concepts aussi importants soient-ils que les droits de l'homme, ou les droits de l'être humain, ou les droits des êtres sensibles si on inclut les animaux. C'est vraiment reconnaître que nous avons tous un potentiel de transformation. Et donc reconnaître ça, ça fait que bien sûr quand des personnes manifestent des grandes qualités, tant mieux. Mais même si ce n'est pas le cas, comme on peut le voir avec des gens qui se conduisent au détriment d'autrui dans l'existence, on sait qu'il y a une possibilité de transformer. Donc si vous voulez, sur cette base-là, ça nous permet d'explorer quels sont les obstacles à devenir un bon être humain, quels sont les atouts que l'on peut utiliser par l'entraînement de l'esprit en faisant croître des qualités dont nous avons le potentiel. Donc c'est un peu toute cette démarche que nous avons voulu explorer. D'accord. Parce que la fraternité, voilà, c'est vrai que la fraternité, elle se décline. Voilà, des francs-maçons se disent frères. Je veux dire, elle est très variée cette fraternité. Évidemment, il y a tous les niveaux. Il y a la fraternité dans un club de foot. À partir du moment où on coopère déjà pour commencer. Vous savez, la coopération a été beaucoup plus fructueuse au sein de l'évolution que la compétition. La compétition existe, personne ne saurait le nier, mais pour arriver à des degrés croissants de complexité, d'organisation, la coopération est plus importante. Si on voit les chasseurs-cueilleurs, c'est quand même 98% de notre histoire, de l'être humain, c'était fondamentalement des coopérateurs égalitaires. Et quelqu'un qui ne coopérait pas, il était mort parce qu'il était rejeté du clan. Rejeté du clan et donc il ne survivait pas. Donc la coopération est au cœur. Donc la fraternité, c'est aussi de se voir qu'on appartient tous à une certaine façon de la même famille, qu'on est tous interdépendants et que notre bien-être passe au travers et avec celui des autres. Nos souffrances aussi sont vécues avec et au travers des autres.
Donc on ne peut pas jamais se considérer comme des petites unités indépendantes qui pourraient construire leur bonheur dans leur petit coin. Ça ne marche pas, ouais. C'est opposé à la réalité. Alors ben justement, ça tombe bien, d'après Alexandre Jolien, dans l'ouvrage que vous avez fait ensemble, il dit que le progrès intérieur est vain s'il ne nous rend pas plus solidaires. Alors, que dire d'une vie, moi je suis un peu en questionnement, que dire d'une vie dans une vie recluse, dans un monastère, un ashram, un couvent? Non, ce que voulait dire Alexandre, c'est que le développement personnel, pour soi tout seul, c'est de l'arnaque. Je veux dire, l'idée, développement personnel, oui, mais pour qui? Si c'est juste pour pichonner notre narcissisme, ça n'a aucun intérêt. Donc, transformer ça même pour mieux se mettre au service des autres. Mais ceci dit, si vous voulez vous précipiter au service d'autrui de manière prématurée, vous allez faire que des bêtises. On voit très souvent ça dans le monde de l'humanitaire où je travaille. Des gens qui sont pleins de déchirements intérieurs, qui disent on va aider les autres. Alors ils viennent aider les autres, ils amènent tout leur bagage de déchirement, de difficultés, et ça se termine pas très bien ni pour eux ni pour les autres. Donc si vous voulez, on a cette idée dans le bouddhisme tibétain notamment, que quand le blé commence à pousser, qu'il y a des petites pousses vertes, ça ne sert à rien de tirer dessus pour qu'il pousse plus vite. Il faut le laisser mûrir. Et quand il est mûr, il peut nourrir tout le village et toute la famille. Donc l'idée qu'on va se mettre au service des autres, c'est comme de vouloir donner sans en avoir les capacités. C'est comme de donner un mendiant qui veut donner un banquet. Il a peut-être plein de bonnes intentions, mais ça ne marche pas. Donc il faut développer en soi les qualités nécessaires pour aider les autres. Et ça peut prendre du temps. Et si ça prend du temps, ben, c'est pas grave, parce que ça vaut mieux que de faire ça n'importe comment. D'accord, donc une vie recluse, donc, parce que moi j'ai toujours pensé que les prieurs, que les gens qui vivaient de cette manière, de par leur pratique spirituelle, même s'ils n'étaient pas dans la société, ils aidaient aussi, ils contribuaient à la paix sur la planète. C'est un point de vue, ne serait-ce que pour être une source d'inspiration de gens qui ne sont pas là à la poursuite de la gloriole, du bling-bling, de la richesse, du pouvoir, de l'apparence physique, de toutes sortes de critères très superficiels qui sont promus par l'individualisme. Donc ces personnes qui cherchent en eux-mêmes une certaine forme d'éveil, de connaissance, de lumière, qui cultivent la compassion. Et ça, c'est un exemple aussi. Il y a des ermites tibétains qui sortent jamais de leur grotte, mais qui sont une sorte d'exemple pour le reste de la population. De ne pas se faire prendre par les leurs des préoccupations mondaines. Donc c'est aussi une source d'inspiration profonde pour les autres, même s'ils ne sont pas là à enseigner ou à être actifs dans la société. Le bonheur, je m'en rends bien compte, ne dépend pas des autres. Et en même temps, nous sommes tous interdépendants. Est-ce que vous pourriez parler de ce paradoxe? Le bonheur, il dépend des autres. Je veux dire, il dépend des autres. Il n'est pas fabriqué par les autres pour nous, puisque le bonheur, c'est quoi? C'est un état de liberté intérieure par rapport à ce qui mine notre bien-être véritable. Et ça, par exemple, la haine, la malveillance, la jalousie, l'arrogance, tous ces poisons mentaux sont toxiques pour notre bonheur, mais aussi toxiques pour le bonheur d'autrui, parce que si vous êtes constamment sous l'empire de la jalousie ou de l'animosité, vous allez forcément créer le malheur autour de vous. Donc, d'un certain point de vue, une des racines même du bonheur, c'est l'altruisme. Donc l'altruisme est forcément lié aux autres. Mais ceci dit, c'est vous-même qui devez le cultiver. Personne ne peut le faire à votre place. Le Bouddha ne va pas vous lancer à l'éveil comme on lance un caillou en haut d'un toit. Et il a dit, je vous ai montré le chemin, c'est à vous de le parcourir. Il ne peut pas manger à votre place, digérer à votre place et respirer à votre place. Donc c'est une démarche personnelle, mais qui ne doit pas être centrée. La grande déviation de ce qu'on appelle le développement personnel, c'est de s'imaginer qu'on va se faire un petit cocon, comme on va faire dans un spa, dans la bulle de l'ego, pour en quelque sorte dorloter cet ego et qu'il devienne encore plus, je sais pas quoi, séduisant, brillant, etc., sans avoir la moindre considération pour autrui. Ça, encore une fois, c'est la version narcissique du développement personnel. Et ça ne nous intéresse pas du tout. D'accord, alors on va continuer, on va enfoncer le clou. Depuis 1978,
que j'ai pris refuge auprès d'Osho Rajneesh. J'ai croisé beaucoup de personnes. Bien sûr qu'on parle souvent de l'ego, et donc il y a une certaine partie de personnes qui veulent perdre leur ego, et d'autres qui, au contraire, ils veulent le nourrir. Il faut qu'il soit gros pour bien le voir, pour mieux le perdre. Vous savez, vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez pas déjà pour commencer. Alors cet ego, c'est donc... Vous savez, l'ego, c'est un sujet bateau parce que ça veut plus dire grand-chose. Il y a tellement de confusion à ce sujet-là. Ah ben justement, je viens pour que vous nous éclairiez un peu. Bon, alors, il y a plusieurs composantes dans ce qu'on pourrait appeler grossièrement l'ego. Il y a d'abord le j'existe, je suis pas mort, je me réveille le matin, là j'ai un petit peu froid, j'ai soif, j'ai faim, je suis de bonne humeur ou pas de bonne humeur. Ça, c'est aucun problème. Vous existez, c'est très bien, heureusement d'ailleurs. Ensuite, il y a la personne, c'est-à-dire vous avez une histoire. Votre histoire n'est pas la même que la mienne. C'est comme un fleuve. La Seine, le Mississippi, le Gange, ils n'ont pas la même histoire. Mais ce n'est pas encore l'ego, c'est juste le continuum dynamique de votre expérience. Ça n'applique absolument pas l'idée d'un ego. Alors là, on en arrive là, à cette idée, aussi bien en philosophie occidentale comme Descartes ou dans l'hindouisme parfois. L'idée d'une entité unitaire, indépendante, une sorte de permanence, c'est-à-dire le petit garçon que j'étais, ben c'est bien moi quand même, heureusement, parce que sinon je serais quoi. Donc il y a, alors c'est pas seulement un continuum, il y a un truc qui se déplace. Si vous voulez, c'est comme sur le Gange, vous auriez une barque qui serait marquée, il y a marqué, c'est moi le Gange, et c'est une unité séparée. Donc c'est ça qui, lorsqu'on conçoit ça, ce concept, parce que c'est une fabrication mentale, hein, ce label qu'on attache à ce continuum devient un problème. Pourquoi? Parce qu'on veut naturellement de ce fait le protéger, on veut le satisfaire, et donc l'espoir et la crainte, attraction et répulsion naît, et de là naissent toutes les autres toxines mentales comme l'animosité, la jalousie, etc. Donc si vous voulez, c'est pas seulement un concept parce que ça se traduit par de la souffrance. Donc c'est une imposture parce que on attache à ce flot de conscience dynamique l'idée d'une entité autonome. Donc c'est un imposteur qui nous fait du tort parce que ça induit des comportements qui vont amener de la souffrance. Mais donc il n'y a rien à perdre, simplement il y a à perdre une illusion. C'est comme si vous voyez une corde dans la pénombre, vous croyez que c'est un serpent, vous mettez de la lumière, vous voyez bien que ce n'est pas un serpent, mais le serpent il n'a jamais existé. Donc vous vous débarrassez d'une erreur en quelque sorte. Mais c'est pas enlever quelque chose qui existe vraiment. À ce moment-là, ça serait comme extirper le cœur de votre être, comme on sortirait le cœur de la poitrine. Pourquoi? À ce moment-là, ça n'aura aucune raison d'être. C'est une forme d'habit qu'on endosse pour être vivre une vie sociale. C'est un masque aussi. Par exemple, même le mot persona en latin, c'était un masque. Le masque. Donc c'est un masque, c'est une image qu'on projette, mais aussi c'est aussi l'image qu'on se fabrique. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous criez devant une falaise où il y a de l'écho. Vous dites « Espèce de crétin !» en parlant « Mathieu, espèce de crétin !» Bon, le son vous revient, ça vous fait rire. Parce que c'est vous qui l'avez dit, vous ne pensez pas vraiment que vous êtes un crétin, donc ça vous fait rire. La personne à côté de vous, qui arrive que vous ne connaissez pas, vous dit « Mathieu, tu es un crétin » avec la même ton de voix, le même nombre de décibels. Bon, comment est-ce qu'il ose dire ça? La seule différence, c'est que dans le premier cas, l'ego n'était pas une cible, et dans le deuxième, il l'est. C'est complètement artificiel. Tout à fait. Le son est le même, les paroles sont les mêmes. Une fois, l'ego a été touché, l'autre fois, non. D'accord, il y a le jeu et l'identification. Ben oui, c'est ça. Voilà. S'identifier à une entité individuelle, c'est ça l'ego, dans la mesure où on s'accroche à ça. Sinon, c'est pas un problème. Mais en tant que label, c'est très bien, il faut bien qu'on fonctionne dans l'existence, se reconnaître, pouvoir parler, on appelle ça le Gange, c'est pas la Seine, et tout ça, sur le plan conventionnel, c'est très bien. À partir du moment où on pense qu'il y a une vraie entité, c'est là où il y a le problème. Donc c'est tout. Et c'est sûr que quelqu'un comme Christophe André, qui nous a fait que ce livre, lui, il traite des égos malades. C'est des gens qui sont complètement dispersés, fragmentés, blessés. Il faut d'abord que l'ego cesse de faire du bruit. Il donnait l'exemple qu'Alexandre Jolien aime bien, un frigidaire, un bon frigidaire, il ne fait pas du matin au soir, c'est un frigidaire silencieux. Donc un ego silencieux, c'est simplement quelqu'un qui fonctionne à peu près normalement sans que cet ego exacerbé lui crée des problèmes. Oui, tout à fait.
C'est le véhicule de location dont parle Christophe André. Voilà, par exemple. Bien, donc... D'accord, voilà. Merci de votre visite. Coupure. Alors, nous sommes en France depuis quelques mois, depuis ces attentats du 13 novembre, nous sommes sous la loi d'état d'urgence. Et l'urgence, moi je trouve qu'on fait un peu les choses à l'envers, mais d'un point de vue spirituel, l'urgence, l'ennemi, le terroriste, je veux dire, il est en nous, potentiellement il est là, quoi. Et donc l'urgence n'est-elle pas d'aller à l'intérieur? Toute forme d'urgence, quand la forêt est en feu, il faut appeler les pompiers. Mais ceci dit, l'urgence, ça aurait été aussi, il y a 20-30 ans, de voir où sont les étincelles. Donc ça se passe à l'intérieur de nous, puisqu'il n'y a pas une guerre qui n'a pas commencé avec une pensée de haine chez quelqu'un qui dit pourquoi est-ce qu'il a fait ça, ou alors de cupidité, voilà, je veux conquérir le champ du voisin, une pensée qui aurait pu disparaître comme une étincelle qui part dans l'espace et s'éteint, mais qui est tombée sur un tas d'herbes sèches qui est toutes les circonstances de la vie et l'accumulation de ces pensées négatives qui fait que ça a pris feu. Donc si vous voulez, c'est sûr qu'au départ, encore une fois, cette pensée de haine, elle a envahi l'esprit de quelqu'un, qui l'a communiqué à quelqu'un d'autre, du coup ça vient dans un groupe, dans une société, dans une culture, et la forêt prend feu. Donc c'est clair qu'au départ, le seul remède à long terme, c'est de transformer les individus de l'intérieur. Parce que sinon, on peut toujours bombarder autant qu'on veut. Il y aura, comme disait Shantideva, si vous voulez conquérir uniquement des ennemis extérieurs, si vous en tuez un, il y en a 1000 qui vont surgir. Ou alors c'est comme s'il donne l'exemple, si le sol est couvert d'épines, vous ne pouvez pas enlever les épines de la terre entière. Par contre, si vous mettez sous la plante de vos pieds une semelle épaisse de cuir, du coup il n'y a plus d'épines dans le monde. Donc si vous vous transformez vous-même et vous éradiquez justement ces poisons mentaux comme la haine, etc., évidemment, du coup extérieurement, vous allez agir différemment, la culture va changer, donc ça commence à l'intérieur. Mais ceci dit, il ne faut pas non plus négliger les circonstances extérieures. Si les gens sont dans la pauvreté, sont démunis, sont oppressés, inévitablement ils vont réagir. Tout à fait, oui, je parlais d'un point de vue spirituel, après effectivement il faut relativiser. D'un point de vue spirituel, l'ignorance est la cause première de tous ces poisons mentaux. Hein. Justement, ça me fait penser, on parle souvent d'engagement. Et l'engagement cette notion peut s'envisager de nombreuses façons. Mais justement, d'un point de vue spirituel, l'engagement, est-ce que vous pourriez le... D'un point de vue spirituel, l'engagement, c'est de pas être distrait du matin au soir et de ne pas se laisser emmener dans des formes de distraction qui vous détournent de votre chemin spirituel. Moi, j'en sais quelque chose puisque je suis là à faire le clown alors que je pourrais être tranquillement dans mon ermitage. Donc, dans le bouddhisme, on parle de 3 types de paresse. Il y a la paresse qui consiste à dire en faire le moins possible. C'est la paresse ordinaire. Il y a une autre forme de paresse, c'est de se dire oh, ça c'est pas pour moi. Donc, on abandonne la course avant même d'avoir franchi la ligne de départ. Donc on ne veut pas s'engager dans le chemin de transformation spirituelle. On se dit oh non, transformer la société, s'occuper des autres. Ah non, j'ai déjà trop à faire avec moi. Ou on se dit il y a 60 milliards d'animaux par an qui sont tués. Oh là, je peux pas m'occuper de ça, ça me regarde pas. Donc ça c'est une forme de ne pas vouloir s'engager et impliquer tout le potentiel, la capacité dont on dispose pour essayer de transformer quelque chose. Il y a une autre forme encore de paresse, c'est de mettre une multiplicité de tâches secondaires avant la tâche principale. C'est-à-dire on dit, oui je sais que je devrais me consacrer à l'atteinte de l'éveil, mais il faut bien que je répare mon ordinateur, que je fasse ceci, je fasse cela, que je jardine, que j'enlève les mauvaises herbes, que je répare la maison, etc. Donc on met plein de choses sans importance avant ce qui a vraiment de l'importance. Donc l'engagement, c'est en fait, alors au niveau personnel, c'est se dire voilà ce qui compte vraiment, voilà ce à quoi je vais consacrer toutes mes forces. Et l'engagement au niveau
la société, au niveau de la, je sais pas, de la paix dans le monde, au niveau de la cause des animaux, au niveau de la défense des droits de l'homme et des droits de la femme et de l'enfant, c'est de se dire, eh ben, si je peux faire quelque chose, il faut absolument que je le fasse dans la mesure de mes moyens. Alors justement, puisque vous avez parlé des animaux, tout ça, j'ai une question sur les choix alimentaires, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, pour l'immense majorité, on mange tous les jours, à part ceux qui vivent de prana, j'en connais quelques-uns. Mais les choix alimentaires de notre société occidentale ont des conséquences dramatiques pour ce qui est l'écologie. On coupe des forêts pour faire pousser du soja, par exemple, pour nourrir des animaux, qui ensuite, bon voilà, il y a toute cette notion vis-à-vis de l'animal. Finalement, c'est assez simple. Hein. On vit de la souffrance et de la mort des autres. C'est pas une bonne façon de vivre. On est la cause, encore une fois, de la mort de 60 milliards d'animaux terrestres et de 1000 milliards d'animaux marins par an. Ça fait quand même 6 millions par heure pour les animaux terrestres et 150 millions par heure d'animaux marins. Tout ça de façon qui n'est nullement nécessaire. Donc vous posez une question très simple à la société. Êtes-vous en faveur de la justice et de la morale? Tout le monde dit oui. Pensez-vous qu'il est juste et moral de faire souffrir un être sensible de façon qui n'est pas nécessaire? Tout le monde dit bien sûr que non. Ça s'arrête là, parce qu'à part quelques Inuits ou Esquimaux ou quelques peuples pêcheurs qui vraiment ne peuvent vivre que de ça, oui. 95% de l'humanité n'a absolument, non seulement pas besoin de manger des animaux, mais tout le monde y perd. Alors qui y perd? Les animaux en premier, bien sûr, mais ça, apparemment, les gens qui n'ont pas fait encore combler ce fossé éthique, on ne semble pas s'en inquiéter outre mesure, mais c'est pas bon non plus pour l'environnement, puisque l'élevage industriel est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre, 15%, après les transports, c'est après les habitations, mais même avant les transports, que ça accentue la pauvreté dans le monde, puisqu'on expédie 700 millions de tonnes de soja, de maïs, de blé des pays d'Amérique latine et d'Afrique vers les pays riches pour la production de viande. C'est une usine de protéines à l'envers. Ouais. Il faut 10 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales. Donc, avec ça, on pourrait nourrir plus d'1 milliard de personnes. Et c'est même pas bon pour la santé humaine, puisque de nombreuses études scientifiques ont été récemment synthétisées par l'OMS. 800 études comparatives montrent que les mangeurs de viande, les gens qui mangent quotidiennement de la viande, par rapport à ceux qui en mangent peu, ont une mortalité accrue annuelle de 15%, de risque de mortalité. Donc, si vous voulez, tout le monde y perd. On ne voit pas l'intérêt. Alors, j'ai envie de dire, oui, mais des diététiciens disent qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Il n'y a pas une étude scientifique qui montre qu'il est bon pour la santé de manger quotidiennement de la viande. Et en plus, ça, c'est le côté, je dirais, secondaire, parce que la vraie question éthique, il est moralement inacceptable de vivre de façon non nécessaire de la mort et de la souffrance des autres. D'accord, donc vous prenez plutôt d'être végétarien, quoi. Ah ben c'est la seule solution éthique. On a fait des progrès immenses vis-à-vis des droits de l'homme. La vie de l'être humain n'est plus négociable. On ne dit pas un être humain ça vaut 10 000 euros ou 100 000 euros. Donc elle a une valeur inhérente qui ne peut pas être fixée. Par contre, la vie d'un animal, elle est intrinsèquement nulle, sauf s'il a une valeur commerciale. Alors ça, il y a un fossé éthique. On a fait des progrès de civilisation immenses avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'abolition de la torture, de l'esclavage, au moins théoriquement. Sauf que là, on a encore cette espèce d'aveuglement vis-à-vis des autres espèces. Il y a quand même 9 millions d'autres espèces qui ne sont pas là pour notre divertissement ou pour notre consommation. Ils ont une existence à part entière, qui a une valeur intrinsèque, et on doit respecter leur désir qu'ils ont de vivre et de ne pas souffrir. Ça paraît une évidence. Il y a une incohérence éthique fondamentale. Okay. Merci. Alors, les plus belles valeurs humaines, justement, elles sont gratuites. La bienveillance, l'amour. C'est plus que gratuit, c'est le meilleur investissement possible. Voilà, la gentillesse, justement,
pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'écho dans la société occidentale vis-à-vis de ces... Parce que peut-être que c'est pas négociable, je ne sais pas. Alors déjà, c'est plus que gratuit. Albert Schweitzer disait, l'amour est la seule chose qui double à chaque fois que vous le donnez. Ah. Donc si vous êtes un investisseur, c'est formidable comme investissement. Ah, mais Hein? On fait pas mieux. Alors, ceci dit, c'est un peu exagéré de dire qu'elles ne sont pas dans la société, parce qu'en fait, ce qu'on oublie constamment, c'est ce qu'on pourrait appeler la banalité, j'ai appelé dans mon malheureux bouquin sur l'altruisme, la banalité du bien. Qu'est-ce que c'est que la banalité du bien? C'est la constatation que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres. Si vous voulez, là on est tranquillement en train de discuter, les enfants ils jouent un peu dans l'école, qu'on entend ici au loin, vous pouvez avoir 100 personnes à Paris qui s'occupent des personnes âgées, ça ne fera pas les nouvelles de ce soir dans le journal télévisé. Si je vais cambrioler une banque ou auxilier une vieille dame, je suis sûr que j'aurai mon heure de gloire. C'est un peu normal, parce que si vous voulez, on est équipé par l'évolution pour se méfier, c'est quelque chose de dangereux. Si tout se passe bien, vous avez 100 personnes qui pique-niquent, ne faites pas attention. Si brusquement il y a une explosion ou quelqu'un se met à crier, tout le monde fait attention. Donc, c'est pas la faute des médias dans le sens qu'ils auraient volontairement mis l'accent sur la violence, sur les choses, les comportements aberrants. C'est que c'est une réponse instinctive devant ce qui est potentiellement dangereux. Donc on vous montre constamment les tragédies, ce qui va mal quelque part, ou les actes de violence. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Pour vous donner un seul exemple, une personne de 20 ans en Occident et en Amérique du Nord aura vu dans les médias, sur la télévision, cinéma, etc., 40 000 morts violentes. Ça, évidemment, rien à voir avec la réalité. Moi, j'ai vécu dans des pays très difficiles. Au Népal, il y avait 8 ans de guerre civile avec les maoïstes. J'ai entendu des coups de feu, mais j'ai jamais vu sous mes yeux quelqu'un se faire oxyre. Je suis pas correspondant de guerre. Moi, je l'ai pas vu sur 70 ans de vie. En tout cas, pas 40 000, sauf si on est au milieu d'un génocide. Donc, si vous voulez, il y a une déformation qui n'est pas forcément un complot, c'est pas un parti pris, mais c'est parce que ça attire l'attention. Mais ce qu'on voit pas, c'est que la plupart des gens, finalement, se comportent de façon décente. Donc ça, on a parlé parfois de la banalité du mal, mais ça, c'est la banalité du bien. Donc, n'oublions pas ça. Et souvenons-nous aussi que toutes les études scientifiques ont montré que, en fait, la violence diminue dans le monde depuis des siècles. Juste l'exemple des homicides. Ah oui. Il y a 4 siècles, il y avait 100 homicides par an pour 100 000 habitants en moyenne en Europe. Aujourd'hui, c'est 1. 100 fois moins. Donc, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des poches de violence, il y a des épisodes de violence, il y a des drames comme ce qui s'est passé à Paris. Mais globalement, la violence diminue au fil des siècles. Et c'est dû à la démocratie, à une amélioration du statut de la femme, au fait d'échanger avec les autres, l'interdépendance, l'éducation, etc., etc. La littérature qui amène l'empathie, on imagine ce que font l'autre, les romans, La casse de l'oncle Tom a été un des romans ou un récit qui a contribué à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc, si vous voulez, tout ça fait que on va vers un monde quand même sans doute de davantage de coopération et de solidarité. Il y a des forces contraires comme l'individualisme, le narcissisme, l'avidité, mais en gros, je crois qu'il faut quand même rester confiant. Bon, j'ai une... Ok, je vous remercie. J'ai une autre question qui est très simple, c'est peut-être la même racine entre méditation et médecine. Est-ce que la méditation est la médecine de l'âme? Oui, on peut dire ça, parce qu'on décrivait le Bouddha comme le grand thérapeute. Parce que nous sommes malades de quoi? De l'ignorance, du désir obsédant, de la haine, de la colère, de la jalousie. Donc c'est une maladie, c'est une maladie de l'esprit. Hein, quelqu'un qui est en proie à la haine, c'est un grand malade. Donc, nous sommes malades parce que nous avons des poisons mentaux qui empoisonnent notre bien-être et celui d'autrui. Le Bouddha, son enseignement, c'est celui qui vous dit voilà les causes de la maladie et voilà la manière de soigner cette maladie. Donc son enseignement, c'est comme une ordonnance médicale, et mettre en pratique ces enseignements, c'est comme de suivre un traitement et
c'est une cure en quelque sorte qui fait que vous passez d'un état de maladie de l'ignorance jusqu'à l'éveil qui est la connaissance et la liberté intérieure par rapport aux poisons mentaux. Donc on peut tout orienter ça sous la forme d'une sorte de guérison de l'ignorance et des toxines mentales. C'est pas mal, non? Oui, c'est très bien. Oui. Ben, je vous remercie, Mathieu, pour ces moments par Ça va, vous n'êtes pas encore congelé? Non, non, du tout. Bon, ben écoutez, merci beaucoup d'être venu si loin. J'avais envie de vous poser deux questions. C'est d'une part, vous dites très justement que l'humanité, pendant presque 90% de l'histoire de l'humanité, nous avons été chasseurs-cueilleurs, que peut-être ces peuples premiers nous transmettent vraiment une sagesse et qu'il y a un dialogue avec eux à avoir, mais on parle de coopération. Vous n'avez pas arrêté de parler de coopération. Oui. Et par rapport à ça, au niveau des enfants et de l'éducation des enfants, qu'est-ce que vous pensez? Et je suis en difficulté avec le fait que quand on vient mener des ateliers d'éducation à la paix dans les écoles, souvent on nous dit ce n'est pas dans le programme. Et je sens un enseignement qui parle beaucoup de compétition. Oui. Et je me pose la question, comment est-ce qu'on peut amener un changement de paradigme, ou comment est-ce qu'on peut, au-delà d'être juste des enseignants clandestins qui essayons d'accompagner nos enfants pour un autre... Je comprends. Voilà. Alors il y a eu quand même tout un mouvement de ce qu'on appelle l'éducation coopérative, qui d'ailleurs avait pris une certaine ampleur aux États-Unis dans les années 30, 1920-1930, et qui a été supplanté par l'individualisme et la compétition. Mais ça a été quand même extrêmement bien mis au point, et il y a vraiment deux chercheurs qui s'appellent les frères Johnson, et puis bien d'autres qui parlent de l'enseignement coopératif. Alors pour vous donner un exemple, on prend par exemple des enfants par groupe de 5, et on mélange des garçons et des filles, des races différentes éventuellement, et puis des bons et des moins bons élèves. Et ils apprennent ensemble la leçon, chacun apprend un bout de la leçon, ensuite ils mettent leurs connaissances en commun, et les meilleurs aident les moins bons. Et ça a d'extrêmement bons résultats, puisque ça montre que d'abord, ça ne ralentit pas les meilleurs élèves, mais au contraire, ils sont motivés pour aider les autres, et ça aide tout le monde. Tout le monde trouve son compte. Meilleure intelligence émotionnelle, meilleur sentiment de coopération, meilleur rapport avec les professeurs, et moins de bizutage, de brimades, etc. Le fait d'avoir des tuteurs. Par exemple, un enfant sera le tuteur d'un enfant qui est 2 classes en dessous. Et on s'est aperçu que loin de ralentir ses propres études, comme il se sentait responsable, il révisait les sujets. Aux États-Unis, il y a par exemple des millions de tuteurs, comme ça s'appelle des mentors, qui s'occupent d'enfants plus jeunes, et ça marche extrêmement bien. Donc c'est encore relativement marginal, mais il semblerait que ça soit l'avenir. En Finlande, par exemple, maintenant, c'est beaucoup plus basé sur un apprentissage coopératif, où on fait des pauses pour être dans la nature, où on travaille ensemble, et c'est d'ailleurs le meilleur système d'éducation en Europe, qui a les meilleurs résultats en Europe. Il y a aussi l'éducation basée sur les valeurs, par exemple ce que fait Neil Hawkes en Angleterre, qui maintenant est répandu dans presque des centaines d'écoles en Angleterre, où ils choisissent, les enfants et les professeurs ensemble, choisissent pour la valeur de la semaine ou de la quinzaine. Alors, ça peut être l'honnêteté, ça peut être le bonheur, ça peut être l'altruisme. Et puis, ils écrivent ça un peu partout sur les murs, des phrases sur la bienveillance, par exemple. Et ils essaient de relier ce qu'ils vont étudier, par exemple sur la géographie ou l'histoire, comment ça se place par rapport à la bienveillance ou à son opposé. Et alors ces écoles ont d'excellents résultats. Ça a été évalué par exemple en Australie sur 100 000 enfants, et on voit que d'abord les enfants s'épanouissent beaucoup mieux, il n'y a pas de problème avec les professeurs, pas de problème entre eux, et qu'ils ont des résultats académiques qui sont également un peu meilleurs. Donc tout le monde y gagne. Donc ça existe. Malheureusement, souvent, c'est difficile de faire bouger les systèmes dans certains pays, mais enfin, quand même, ça vient de plus en plus. Par exemple, mon ami Richard Davidson aux États-Unis, il a fait un Kindness Curriculum, donc le curriculum de la bienveillance, qui dure 10 semaines, 3 jours par semaine pendant 40 minutes, et il y a des résultats assez extraordinaires chez ces jeunes enfants de 4 à 5 ans.
Donc du coup, fort de ça, la ville de Louisville, dans le Kentucky, a mis à disposition 100 000 enfants pour faire approfondir cette étude. Et si ça donne les résultats espérés, on sait déjà que ça va marcher, puisqu'on l'a étudié sur un plus petit nombre d'écoles. Ça peut passer au niveau fédéral et gouvernemental aux États-Unis. Donc ce genre de mouvement est en route. Par exemple, en Hollande, il y a un livre en France qui est très bien, qui s'appelle « Attentif comme une grenouille », pour apprendre la méditation aux enfants. En Hollande, maintenant, le gouvernement a vu le succès de ce livre et des idées et de la méthode qui sont défendues dans ce livre, finance la formation de professeurs pour apprendre un peu cette méditation aux tout petits enfants. Donc je crois que ça prend un peu de temps, les changements de culture, mais je pense qu'on y vient parce qu'on s'est aperçu que l'éducation compétitive, regardez ce que ça donne quand c'est poussé à l'extrême, par exemple dans un pays comme la Corée du Sud ou Hong Kong ou en Chine. C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas dans les 5 premiers, par définition, il n'y en a que 5 qui peuvent être dans les 5 premiers, c'est un tel échec qu'on voit une augmentation importante du nombre de suicides dans la tranche de 14 à 20 ans, ce qui est complètement uniquement parce qu'ils se disent si je ne suis pas bon, il n'y a plus rien dans la vie. Donc ça, c'est des choses qui doivent changer, vont changer et commencent à changer. On l'espère en tout cas. Oui, non, ça vient. Peut-être que vos paroles, parce qu'on sent que... C'est pas que les miennes. Mais non, mais les paroles, c'est de vous, de plein de personnes. Je veux dire, parce que quand on est à la base, on a cette difficulté de... Ça va venir. Voilà, ça va venir. On va y arriver. On va y arriver. Et j'avais une deuxième question aussi d'un peu par rapport aux femmes. Oui. Parce que il y a quelques jours, à Terre du Ciel, j'ai pu voir un magnifique documentaire sur une lama femme. Et Denzi Palmo. Oui, voilà. Et elle m'a vraiment impressionnée, cette femme assez remarquable. Et de voir des Bouddhas féminins. Non, mais en tout cas, voilà, tout autour, en tout cas, et je voyais toutes ces femmes nous, par exemple, on a un monastère de nonnes au Bhoutan, 150 nonnes qui reçoivent la même éducation, bien sûr, que les hommes, qui font des retraites. Et au Tibet, il y a des monastères où vous avez 3-4 000 nonnes qui pratiquent, qui étudient, et c'est assez extraordinaire. Mais là, vous remarquez quand même que la place de la femme, en tant que femme, j'ai vraiment une question qui me titille, parce que en vrai, je vois pas beaucoup de lamas féminins. Il y en a pas mal. La Khandro Rinpoché, par exemple, il y en a moins en nombre, mais par exemple, mais en qualité, il y en a quand même pas mal. Mon deuxième maître spirituel, Diego Khyentse Rinpoche, 2 de ses maîtres étaient des femmes. Au Tibet, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont très respectées, il y en a moins en nombre, ça c'est tout à fait exact. Mais le Dalai Lama a souvent dit qu'il était féministe. Il a dit l'homme préhistorique c'était l'âge du muscle, macho, la force, donc l'homme avait un certain ascendant. Ensuite est venu l'âge maintenant de l'éducation, où a priori les opportunités doivent être les mêmes pour l'homme et la femme, même si c'est pas vraiment réalisé, mais c'est du moins il y a une égalité de principe. Encore une fois, il y a encore beaucoup à faire, mais l'égalité de principe est acquise. Et il dit maintenant, l'étape suivante, qu'est-ce que c'est ? De quoi nous avons spécialement besoin de notre monde ? C'est davantage de compassion, davantage d'empathie, davantage de chaleur humaine. Il dit là, la femme est mieux placée, donc on peut dire que c'est l'âge de la femme qui arrive. Et donc, il avait déclaré ça une fois. Il y avait Mary Robinson, qui est l'ancienne présidente d'Irlande, qui a dit si moi je déclare que je suis féministe, ça n'est pas de personne, mais le Dalai Lama, c'est pas mal. Merci. Voilà. Merci. On le souhaite en tout cas. Ça va arriver, t'inquiète pas. Om Mama Chakra Soayadu Sarwadu Raja Raja Du Mama Du Humbezoa Om Mama Chakra Soayadu Sarwadu